Mon père a vendu ma fille de 8 ans à ses amis pour de la drogue. Quand je l'ai découvert, il a dit « Elle est ma propriété, je fais ce que je veux ». Ma belle-mère a approuvé. Puis ma fille s'est échappée et a couru vers moi en disant « Maman, dois-je dire à la police pour les autres enfants dans la cave de grand-père ?» La maison est devenue silencieuse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Quand ma fille de 8 ans, Sienna, a fait irruption dans mon appartement à 2 heures du matin, pieds nus et tremblante, j'ai cru faire un cauchemar. Puis elle m'a posé une question qui m'a glacé le sang. « Maman, est-ce que je devrais parler à la police des autres enfants dans la cave de grand-père ?» J'ai lâché la tasse de café que j'étais en train de laver. Elle s'est fracassée sur le sol de la cuisine, et le liquide brun s'est étalé sur le carrelage blanc comme une flaque de sang. Mais j'étais incapable de bouger. Je ne pouvais plus respirer. Je fixais ma petite fille, debout dans l'embrasure de la porte, sa chemise de nuit rose déchirée à l'épaule, ses pieds laissant de petites empreintes rouges sur notre tapis. « Sienna, ma chérie, de quoi tu parles? Comment es-tu arrivée ici ?» Elle a brandi la clé de secours que je lui avais donnée, attachée à un cordon arc-en-ciel, celle que nous nous étions entraînés à utiliser une 12aine de fois. Ses petits doigts la serraient si fort que ses phalanges étaient devenues blanches. Je suis venu à pied de la maison de grand-père Roland. L'homme avec le camion m'a amené là-bas, mais il a oublié de fermer la porte du haut à clé. Je m'appelle Vera, et il y a 3 heures, j'avais bordé ma fille dans son propre lit, dans ce même appartement. Je l'avais embrassée sur le front, lui avais dit que je l'aimais, et j'étais allé faire la vaisselle du dîner. Elle portait son pyjama préféré, celui avec les licornes. Maintenant, elle se tenait devant moi dans une chemise de nuit que je n'avais jamais vue, et son pyjama licorne avait disparu. Quel homme avec un camion? Ma chérie, tu dormais dans ta chambre. Non, maman. Il est entré par ma fenêtre. Il a dit que tu l'avais envoyé me chercher pour une surprise chez grand-père. Je savais que ce n'était pas vrai parce que tu m'as appris à me méfier des gens mal intentionnés, mais il m'a attrapé quand même. La pièce s'est mise à tourner. Je me suis forcé à bouger, à courir vers elle, à la serrer dans mes bras. Elle était glacée et tremblait comme une feuille dans la tempête. Ses cheveux avaient une odeur étrange, un mélange de fumée de cigarette et d'autres choses. Quelque chose de chimique et d'âcre qui me soulevait le cœur. « On appelle la police, tout de suite », ai-je dit, en attrapant déjà mon téléphone. « Attends, maman. D'abord, je dois te parler de Milo, de Destiny et du petit Théo. Ils sont toujours là-bas, dans la pièce spéciale. » Je me suis reculé pour regarder son visage. Ma fille, ma courageuse et magnifique fille qui aimait chanter du Taylor Swift sous la douche et qui donnait un nom à chacune de ses peluches, me regardait avec des yeux qui avaient vieilli de 10 ans en une seule nuit. Qui sont Milo, Destiny et Théo? Les autres enfants dans la cave de grand-père, derrière la cave normale. Milo a 6 ans et c'est lui qui est là depuis le plus longtemps. Il dit que sa maman doit sûrement le chercher. Destiny a 7 ans et elle pleure beaucoup. Le petit Théo ne parle pas encore, mais je pense qu'il a peut-être 3 ou 4 ans. Mon père, Roland, était censé être dans son appartement à l'autre bout de la ville. Il y vivait avec ma belle-mère, Nadine. Il n'était pas censé approcher ma fille. Nous avions un accord validé par le tribunal, après ce qui s'était passé 3 semaines plus tôt. Aucun contact, aucune visite, aucune exception. Sienna, tu es en train de dire qu'il y a d'autres enfants enfermés dans la cave de grand-père Roland en ce moment même? Elle a hoché la tête, et une larme a roulé sur sa joue. Nadine leur apporte des sandwichs, mais seulement une fois par jour. Du beurre de cacahuètes, sans confiture. Milo est allergique aux cacahuètes, mais il les mange quand même parce qu'il a trop faim. Son visage devient tout gonflé, mais il dit que ce n'est pas grave. Je composais déjà le 17, mes doigts tremblant si fort que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour taper les bons chiffres. Pendant que le téléphone sonnait, j'ai gardé un bras serré autour de Sienna, sentant son cœur battre contre le mien, aussi rapide que les ailes d'un colibri. Police, j'écoute. Ma fille a été enlevée de notre appartement et emmenée chez mon père. Elle s'est échappée, mais elle dit qu'il y a d'autres enfants piégés dans sa cave. S'il vous plaît, envoyez de l'aide immédiatement. L'adresse est 4827 Oakwood Drive. Madame, j'envoie des unités immédiatement. Votre fille est-elle en sécurité? Elle est avec moi. Elle est blessée. Ses pieds saignent. Elle a marché 5 km pieds nus pour rentrer à la maison. Nous envoyons également une ambulance à votre adresse. Pouvez-vous me donner votre adresse? Je leur ai donné nos coordonnées, mais mon esprit tournait à toute vitesse. D'autres enfants? Depuis combien de temps cela durait-il? Comment avais-je pu passer à côté de ça?
J'avais été tellement concentré sur la protection de Sienna contre mon père que je n'avais jamais imaginé qu'il y en avait d'autres. Maman, a murmuré Sienna contre mon épaule. J'ai promis à Milo que j'irais chercher de l'aide. J'ai promis que je ne les oublierais pas. Tu as bien fait, ma chérie. Tu as si bien fait. L'aide arrive. Mais même en prononçant ces mots, en tenant ma fille dans notre cuisine alors que les sirènes hurlaient au loin, je savais que nos vies venaient de se briser en un avant et un après. Avant ce moment, où le mal portait le visage de mon père, et après, où ma fille de 8 ans était devenue la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue. La vie n'était pas censée tourner ainsi. 3 mois plus tôt, j'étais submergé par les factures, l'épuisement, et ce genre de calculs désespérés qui tiennent les mères célibataires éveillées la nuit. 29 ans, enchaînant les gardes à l'hôpital de Riverside en tant qu'aide-soignante, puis traversant la ville en courant pour servir chez Denny's les week-ends. Chaque dollar comptait. Chaque heure était précieuse. Mon ex-mari, Colton, s'était volatilisé au Texas 6 mois plus tôt avec sa petite amie de 22 ans, ne laissant derrière lui que les papiers du divorce et un numéro de téléphone qui ne répondait plus. « Maman, pourquoi je n'ai plus de papa ?» m'avait demandé Sienna un soir alors que je l'abordais. « Parfois, les adultes font des choix qui blessent, ma chérie. Mais tu m'as, moi, et je ne partirai jamais. Promis ? Promis. » J'ai tenu cette promesse, mais de justesse. Certaines semaines, Sienna mangeait des macaronis au fromage 4 soirs de suite pendant que je survivais avec les restes de la cafétéria de l'hôpital et du café noir. Les frais de garde me tuaient. Madame Chen, ma voisine, gardait Sienna pendant mes gardes de nuit. Mais elle avait 73 ans et devenait fragile. J'avais besoin d'une autre solution. C'est là que mon père, Roland, a appelé. « Vera, ma chérie, ça fait 6 mois que je suis sobre. » Sa voix au téléphone semblait différente, plus claire que je ne l'avais entendue depuis des années. Je sais que je n'ai pas été là pour toi pendant ton enfance. Je sais que j'ai choisi les pilules avant tout, mais j'ai changé. Nadine et moi nous sommes mariés. Nous avons cette grande maison sur Oakwood Drive, 4 chambres, un vrai jardin avec une balançoire. Tant mieux pour toi, papa. J'ai gardé une voix neutre, sans intérêt. Il avait déjà été sobre. Ça ne durait jamais. Je veux aider avec Sienna. Laisse-moi la garder quand tu travailles de nuit. Gratuitement, évidemment. Laisse-moi juste être le grand-père que j'aurais dû être depuis le début. Absolument pas. Vera, s'il te plaît. Je suis aux Alcooliques Anonymes. J'ai un parrain qui s'appelle Terry. Nadine me tient responsable. Je n'ai pas seulement arrêté les pilules. J'ai reconstruit toute ma vie. Au moins, viens prendre un café avec nous. Vois par toi-même. J'aurais dû raccrocher. J'aurais dû faire confiance à la petite voix dans ma tête qui hurlait que chasser le naturel, il revient au galop. Mais quand on étouffe, même l'air empoisonné semble respirable. Nous nous sommes rencontrés dans un Starbucks du centre-ville. Roland semblait en meilleure santé qu'il ne l'avait été depuis des années. Ses mains étaient stables. Ses yeux étaient clairs. Nadine avait l'air assez gentille, silencieuse mais souriante, portant un collier avec une croix et des vêtements sobres. Ils m'ont montré des photos de leur maison. La chambre d'amis qu'ils avaient décorée sur le thème des princesses. Ça pourrait être la chambre de Sienna quand elle restera dormir, dit doucement Nadine. Je n'ai jamais eu d'enfant. J'adorais être une vraie grand-mère pour elle. Tu n'es pas sa grand-mère, ai-je dit vivement. Belle grand-mère, alors. Ce que je veux dire, c'est que nous voulons aider. Tu as des difficultés, Vera. Laisse-nous te faciliter la vie. Mon ami Deandra a pensé que j'étais folle quand je lui ai dit que j'y songeais. Ton père, le même homme qui a volé l'argent de tes études pour de l'Oxycontin? C'était il y a 8 ans. Les gens changent. Vraiment? Quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le du premier coup. Mais le désespoir a une façon de réécrire l'histoire. J'ai présenté Sienna à eux progressivement. D'abord, un déjeuner au McDonald's, puis une sortie au parc. Roland était patient, gentil, tout ce qu'il n'avait jamais été durant mon enfance. Il a appris des tours de cartes à Sienna. Nadine a fait des cookies avec elle. Ils semblaient être les grands-parents que chaque enfant mérite. Après un mois de visite supervisée, j'ai accepté de laisser Sienna chez eux pendant mes gardes du vendredi soir, juste 6 heures. Roland venait la chercher à 16 heures et je la récupérais à 22 heures, à la fin de ma garde à l'hôpital. « Tu es sûr de toi ?» m'a demandé Madame Chen quand je lui ai parlé du nouvel arrangement. « C'est la famille », ai-je répondu, comme si ce mot signifiait quelque chose de sacré au lieu de ce qu'il était vraiment, juste de la génétique et un dysfonctionnement partagé. Les premières semaines ont été parfaites. Sienna rentrait à la maison en parlant avec enthousiasme des histoires drôles de grand-père,
des cookies aux pépites de chocolat de Nadine, des dessins animés qu'ils regardaient ensemble. Elle était heureuse. Pour la première fois depuis des mois, elle était vraiment heureuse, et je pouvais travailler sans la culpabilité écrasante de la laisser avec une voisine âgée ou la panique de payer une garde d'enfant que je ne pouvais pas me permettre. J'ai commencé à mieux dormir, à prendre des repas réguliers. Je me suis même inscrite à un cours en ligne dans une université locale, pensant que je pourrais peut-être enfin terminer mon diplôme d'infirmière. L'épais brouillard du mode survie commençait à se dissiper. Tu vois, a dit Roland un soir où je suis venu chercher Sienna. Je t'avais dit que j'avais changé. C'est ça, la famille. On s'entraide. Je voulais le croire. Mon Dieu, comme je voulais croire que mon père avait enfin choisi l'amour plutôt que l'addiction. Que Sienna pourrait avoir le grand-père que j'avais toujours souhaité. Que peut-être notre famille brisée pourrait guérir et devenir quelque chose de beau. J'aurais dû savoir que les choses brisées ne guérissent pas. Elles trouvent juste de nouvelles façons de vous blesser. Tout a changé ce mardi soir d'octobre. J'étais allé chercher Sienna chez Roland après ma garde de jour, et elle s'est glissée sur la banquette arrière sans son entrain habituel. Pas de course vers la voiture, pas de bavardage excité sur sa journée, juste des mouvements silencieux et mécaniques pendant qu'elle bouclait sa ceinture. « Ma chérie, ça va ?» ai-je demandé, en ajustant le rétroviseur pour voir son visage. « Grand-père avait des amis ?» a-t-elle dit, en regardant le vide par la fenêtre. « C'est bien. Tu les as rencontrés ? Ils m'ont donné des bonbons. Ils ont dit que j'étais jolie. » La façon dont elle l'a dit m'a donné la chair de poule. C'était plat, récité, comme si elle citait les répliques d'une pièce dans laquelle elle ne voulait pas jouer. Quel genre d'amis ? Juste des amis. On peut rentrer maintenant ? Ce soir-là, Sienna a à peine touché à ses spaghettis. Elle est allée se coucher sans demander d'histoire. Quand je suis allé la voir 1 heure plus tard, elle était complètement réveillée, fixant le plafond. « Ma puce, est-ce qu'il s'est passé quelque chose chez grand-père aujourd'hui ? » « Non, maman. Tout allait bien. » Mais tout n'allait pas bien. La semaine suivante, ma fille pétillante et rigolote s'est transformée en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Elle a arrêté de chanter sous la douche. Elle ne voulait plus jouer avec ses poupées. Quand j'ai mentionné que vendredi approchait et qu'elle reverrait grand-père, elle a laissé tomber son verre de jus d'orange. Il s'est brisé sur le sol de la cuisine et elle est restée là, tremblante. « Je ne veux pas y aller » a-t-elle murmuré. « Pourquoi ? Je pensais que tu adorais aller chez grand-père. S'il te plaît, ne me force pas à y aller, maman. S'il te plaît. Sienna, qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal ? » Elle s'est alors mise à pleurer. D'énormes sanglots haletants qui secouaient tout son corps. Grand-père a dit que je ne devais rien dire. Il a dit que tu as besoin de l'argent pour notre appartement, et que si je parle, on se retrouvera à la rue et on devra vivre dans la voiture, et que tout sera de ma faute. J'ai senti quelque chose se briser en moi et se remodeler en pure rage. J'ai appelé Madame Chen, les supplié de garder Sienna pendant 1 heure, et j'ai conduit jusqu'à la maison de Roland assez vite pour laisser des traces de pneus à chaque feu rouge. Nadine a ouvert la porte, son tablier couvert de farine, comme si elle préparait du pain. L'image de la parfaite femme au foyer qui me donnait maintenant la nausée. « Vera, on ne t'attendait pas. Tout va bien ? Où est mon père ? Oh, ma chérie, il est à sa réunion. Tu sais, tous les mardis et jeudis. Je dois lui parler de Sienna, maintenant. » Son sourire a légèrement vacillé. « Les enfants inventent des histoires, Vera. Tu sais ça. » Quoi qu'elle ait dit, je suis sûr que c'est juste son imagination qui s'emballe. Je ne t'ai pas dit qu'elle avait dit quoi que ce soit. Eh bien, tu as l'air contrarié. J'ai juste supposé. Je l'ai bousculée pour entrer dans la maison. Ça sentait la cannelle et le mensonge. Tout était trop parfait, trop mis en scène, comme un décor de film d'une maison heureuse. J'ai attendu dans le salon pendant 2 heures jusqu'à ce que Roland rentre enfin, et j'ai su immédiatement qu'il n'avait été à aucune réunion. Il puait le whisky et les cigarettes, ses yeux étaient vitreux, et il avait cette démarche chancelante familière que je me rappelais de mon enfance. « Vera, quelle surprise !» a-t-il dit, en essayant de paraître sobre, sans succès. Dans la cuisine, maintenant. Nadine nous a suivis, planant dans l'embrasure de la porte comme un chien de garde. J'ai fait face à mon père de l'autre côté de l'îlot de cuisine. La même rage que j'avais ressentie adolescente, quand il avait manqué ma remise de diplôme pour un rendez-vous avec un dealer, me brûlait maintenant. Qu'est-ce qui se passe quand Sienna est ici ? Elle est terrifiée à l'idée de revenir. Tu es mélodramatique, comme ta mère, toujours à faire une montagne d'une taupinière. N'ose même pas parler de maman. Elle est partie à cause de toi. Maintenant, réponds-moi.
Elle a dit que tes amis étaient là, qu'ils lui ont donné des bonbons, qu'ils l'ont trouvée jolie. Alors, je n'ai plus le droit d'avoir des amis? Je te rends service, Vera. Garde d'enfants gratuite pendant que tu cours partout à jouer à l'infirmière. Peut-être que tu devrais montrer un peu de gratitude au lieu de porter des accusations. Si tu as laissé quiconque approcher ma fille, je te jure devant Dieu, Roland. Il s'est alors penché en avant, son haleine de café et de whisky me faisant reculer. C'est ma petite fille, mon sang. Ça fait d'elle ma propriété, aussi. Je peux la présenter à qui je veux. Je peux avoir qui je veux dans ma propre maison. Propriété? C'est une enfant. C'est mon enfant. Et tu es fauché. Tu peux à peine payer tes factures. Tu as besoin de moi, Vera. Alors, arrête de poser des questions dont tu ne veux pas connaître les réponses, ou tu peux trouver une autre babysitter. Bonne chance pour en trouver une que tu peux te payer. Nadine a hoché la tête depuis l'embrasure, son collier en croix attrapant la lumière. Ton père sait ce qui est le mieux. Il l'a toujours su. Peut-être que si tu étais une meilleure mère, tu n'aurais pas besoin de notre aide. Mais nous voilà. J'ai attrapé le sac de nuit de Sienna dans un coin, les mains tremblantes de fureur. Elle ne remettra plus jamais les pieds ici. On verra ça, m'a lancé Roland. Quand tu ne pourras pas payer ton loyer le mois prochain, tu reviendras en rampant. Elles le font toutes. J'ai arraché Sienna de leur maison ce soir-là et je n'y suis jamais retourné. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de vérifier le rétroviseur, m'attendant à ce que Roland nous suive, mais la route est restée déserte. Sienna était assise sur la banquette arrière, serrant son lapin en peluche, Monsieur Hopi, comme une bouée de sauvetage. Tu ne retourneras plus jamais là-bas, je lui ai dit. Jamais. Je te le promets. Mais grand-père a dit que tu as besoin d'argent. Il a dit qu'on se retrouvera à la rue. Ma chérie, je préférerais vivre dans une boîte en carton sous un pont plutôt que de te laisser approcher de cette maison à nouveau. L'argent, ce n'est que de l'argent. Toi, tu es tout. Cette nuit-là, après que Sienna se soit enfin endormie, je me suis déclaré malade pour mes gardes du week-end et j'ai commencé à passer des coups de fil. D'abord, les services de protection de l'enfance. L'assistante sociale qui a répondu avait l'air fatiguée, comme si elle avait tout entendu. « Avez-vous des preuves physiques de maltraitance ?» a-t-elle demandé. Ma fille est traumatisée. Elle est terrifiée. N'est-ce pas suffisant? Je comprends votre inquiétude, mais sans preuve physique ou témoin, cela devient une situation de parole contre parole. Nous pouvons ouvrir un dossier, commencer une enquête, mais ces choses prennent du temps. Combien de temps? Des semaines, voire des mois. Documentez tout. Prenez des photos s'il y a des marques. Tenez un journal des changements de comportement. Nous enverrons quelqu'un dans les 7 à 10 jours ouvrables. 7 à 10 jours ouvrables. Comme si les prédateurs fonctionnaient selon les horaires de l'administration. J'ai raccroché et j'ai appelé un avocat, puis un autre, puis 3 de plus. Ils ont tous dit la même chose. Sans preuve, je n'avais rien. Roland avait des droits en tant que grand-père. Le fait qu'il ait mentionné avoir des amis n'était pas illégal. Les bonbons n'étaient pas illégaux. Dire qu'une enfant est jolie n'était pas illégal. Mais je sais qu'il s'est passé quelque chose, ai-je dit au 5e avocat. Savoir et prouver sont deux choses différentes, a-t-elle répondu. Commencez à documenter. Constituez un dossier. En attendant, ne la laissez pas l'approcher. Pendant 2 semaines, je suis devenu une détective dans ma propre vie. J'ai installé de nouvelles serrures sur nos fenêtres et une caméra de sécurité que je ne pouvais pas me permettre. J'ai enseigné à Sienna un nouveau plan de sécurité, lui ai fait mémoriser mon numéro professionnel, celui de Deandra et le 17. Nous avons répété des scénarios. Que faire si quelqu'un vient à la porte? Que faire si quelqu'un l'aborde à l'école? Que faire si elle voit grand-père ou Nadine n'importe où? J'ai fait une bêtise, maman, m'a-t-elle demandé lors d'une de nos séances d'entraînement. Non, ma chérie, tu es la fille la plus courageuse que je connaisse. On est juste très prudente maintenant. J'ai tout documenté dans un carnet violet. Chaque cauchemar, chaque sursaut quand des hommes passaient trop près à l'épicerie. Chaque fois qu'elle faisait pipi au lit, ce qui n'était pas arrivé depuis ses 4 ans. J'ai pris des photos des bleus sur ses bras qui ressemblaient à des empreintes de doigts, bien qu'elle ne se souvienne pas comment elle se les était fait. Le journal s'est épaissi de preuves qui ne signifiaient rien en termes juridiques, mais tout en termes maternels. Madame Chen gardait Sienna pendant que je travaillais, mais elle avait du mal. Vera, je suis trop vieille pour ça. Elle se réveille en hurlant. Elle a besoin de plus que ce que je peux lui donner. J'étais à court d'options et d'argent. Mes cartes de crédit étaient au maximum. Mon compte épargne contenait $12. Le loyer était dû dans 1 semaine.
Et j'avais déjà vendu tout ce qui avait de la valeur, sauf ma voiture, dont j'avais besoin pour le travail. C'est là que j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Je suis allé voir ma supérieure à l'hôpital et je lui ai tout raconté. Le docteur Patricia Reeves avait toujours été gentille mais professionnelle. Je ne lui avais jamais rien dit de personnel au-delà des conflits d'horaires. J'ai besoin d'aide, ai-je dit, assise dans son bureau, les mains tremblantes. Mon père est dangereux. Ma fille est traumatisée. Et je suis sur le point de tout perdre en essayant de la protéger. Elle a écouté sans m'interrompre, puis a passé 3 appels. À la fin de la journée, j'avais un nouvel horaire avec de meilleures heures, des informations sur le fonds d'aide d'urgence aux employés de l'hôpital, et le nom d'une conseillère spécialisée dans les traumatismes qui travaillait avec les enfants à des tarifs adaptés aux revenus. Ici, on protège les nôtres, a dit le docteur Reeves. Vous auriez dû venir me voir plus tôt. J'ai inscrit Sienna en thérapie avec le docteur Chen, une psychologue pour enfants spécialisée dans les traumatismes. Après 3 séances, le docteur Chen m'a pris à part. Vera, quelque chose de significatif est arrivé à votre fille. Elle présente tous les signes classiques. Nous devons la garder en sécurité pendant que nous travaillons sur ce problème. Je construisais notre nouvelle vie brique par brique, mur par mur, n'importe quoi pour tenir les monstres à l'écart. Je pensais que j'y arrivais. Sienna recommençait à sourire. Elle avait ri devant un dessin animé la veille au soir. Le progrès semblait possible. Puis cette nuit est arrivée. Je l'avais bordée à 20h, vérifié 2 fois les verrous des fenêtres, allumé sa nouvelle veilleuse qui projetait des étoiles au plafond. Je l'avais embrassée sur le front, lui avais dit que je l'aimais, et j'étais allé faire la vaisselle. À 2h du matin, tout ce que je pensais savoir sur la protection de ma fille a volé en éclats quand elle a fait irruption par notre porte d'entrée, s'étant échappé de quelque chose de pire que mes plus sombres imaginations. Je composais déjà le 17 quand Sienna a prononcé les mots qui ont tout changé. « Maman, est-ce que je devrais parler à la police des autres enfants dans la cave de grand-père » Le téléphone a failli me glisser des mains. J'ai regardé ma fille, debout dans notre cuisine avec les pieds en sang et les vêtements déchirés, et j'ai senti le monde basculer. Quels autres enfants, ma chérie ? Ceux dans la pièce spéciale, derrière la cave normale. Milo a 6 ans et il a les cheveux bruns comme moi. Destiny a 7 ans et elle connaît toutes les capitales des États. Le petit Théo ne parle pas encore, mais je pense qu'il a peut-être 3 ou 4 ans. Il y a aussi Amara, mais elle n'est arrivée qu'hier. Sienna, tu es en train de me dire qu'il y a d'autres enfants enfermés dans cette maison en ce moment même ? Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Ils ne peuvent pas sortir. La porte se verrouille de l'extérieur et il n'y a pas de fenêtre. Milo a dit que sa maman doit sûrement le chercher. C'est lui qui est là depuis le plus longtemps, peut-être 2 mois. Il compte les jours en grattant des traits sur le mur. L'opératrice du 17 parlait, mais je l'entendais à peine à travers le rugissement dans mes oreilles. Envoyez tout le monde. Envoyez le GIGN. Envoyez le FBI. Il y a des enfants kidnappés au 4827 Oakwood Drive. Plusieurs enfants enfermés dans une cave. Madame, je dois vous demander de rester calme. Les agents sont en route. Pouvez-vous fournir plus de détails ? J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et je me suis agenouillé à côté de Sienna. Ma chérie, parle à la dame de la pièce. La voix de Sienna était faible mais claire. C'est derrière la chaudière. Il y a une porte de cave normale. Ensuite, on descend. Et derrière le grand truc qui chauffe, il y a une autre porte qui ressemble à un mur. Grand-père l'appelle la salle de jeu, mais ce n'est pas pour jouer. Il y a des matelas par terre et un seau pour les toilettes et des chaînes au mur, mais il ne les utilise que quand quelqu'un n'a pas été sage. Comment as-tu vu cette pièce, ma puce ? A demandé l'opératrice. Parce que j'y étais ce soir. L'homme avec le camion, il s'appelle Jérôme. Il m'a prise dans ma chambre et m'a amené là-bas, mais il était saoul et il a oublié de verrouiller la porte du haut en partant. Je me suis souvenu comment défaire le verrou de l'intérieur parce que Milo me l'a montré. Il a appris en essayant tellement de fois. Vous avez fait sortir tous les enfants ? Non, sanglota Sienna. Je n'ai pas pu. Je ne suis pas assez forte pour déverrouiller leur porte de l'extérieur. J'ai essayé et essayé, mais mes mains sont trop petites. J'ai dit à Milo que j'irais chercher de l'aide. Je l'ai promis. Il me l'a fait promettre. En quelques minutes, notre appartement était rempli de policiers. L'inspectrice Harmon, une femme au regard perçant et aux mains douces, a enveloppé Sienna dans une couverture pendant que les ambulanciers soignaient ses pieds. Un autre inspecteur était au téléphone, coordonnant le raid. Sienna, c'est très important, a dit l'inspectrice Harmon. Y a-t-il quelqu'un à la maison en ce moment ?
Nadine est toujours là. Elle dort à l'étage. Grand-père est peut-être là ou chez son ami. Jérôme est parti après m'avoir amené. L'autre homme, Karl, reste parfois dormir dans la chambre d'amis. Quel autre homme? Karl a une barbe et nous donne parfois des crackers. Il prend des photos. Le visage de l'inspectrice Harmon s'est durci. Elle s'est éloignée, a parlé rapidement dans sa radio. J'ai entendu des fragments. Plusieurs suspects, possible réseau de traite, enfants en danger immédiat. Ils ne m'ont pas laissé partir avec eux. Deandra est arrivée pour rester avec nous, me tenant la main pendant que nous attendions. Sienna s'est endormie sur le canapé, serrant Monsieur Hopi. Son visage était enfin paisible. L'horloge a dépassé 3 heures du matin, puis 4 heures. Chaque minute semblait durer un an. À 5h47, l'inspectrice Harmon a appelé. On les a eus. Tous. 4 enfants retrouvés vivants. Votre père est en garde à vue, ainsi que Nadine. Jérôme Watts a été arrêté dans un motel sur la route 50. Nous cherchons Karl maintenant. Les enfants sont malnutris, traumatisés, mais vivants. Milo Brennan, 6 ans, porté disparu de Columbus depuis 11 semaines. Destiny Cole, 7 ans, enlevé d'une aire de jeu à Dayton il y a 2 mois. Théo Martinez, 4 ans, disparu de son jardin à Cincinnati il y a 6 semaines. Amara Phillips, 5 ans, porté disparu de Louisville il y a 3 jours. Je suis tombé à genoux. 4 familles avaient vécu mon cauchemar. 4 bébés avaient été piégés dans la maison de mon père, pendant que je me battais pour protéger uniquement la mienne. Il y a plus, Vera. Nous avons trouvé des preuves d'autres victimes. Des photos, des vidéos. Cela durait depuis au moins 6 mois. Votre fille n'a pas seulement sauvé ses 4 enfants. Elle nous a donné des preuves qui pourraient nous aider à en trouver des dizaines d'autres. J'ai regardé Sienna, endormie sur le canapé, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant, ses pieds bandés dépassant dessous la couverture. Ma fille de 8 ans avait fait ce que des adultes n'avaient pas pu faire. Elle s'était souvenue de mes leçons de sécurité, était restée calme face à la terreur, avait mémorisé les noms et les détails des autres enfants, et avait marché 5 km pieds nus dans le noir pour tous les sauver. Elle avait été assez courageuse pour briser une promesse faite à son grand-père et assez forte pour tenir une promesse faite à un garçon de 6 ans nommé Milo, qui comptait sur elle pour amener de l'aide. Le procès a duré 6 mois. Chaque jour, je me suis assise dans ce tribunal et j'ai appris des choses sur mon père qui m'ont fait souhaiter pouvoir nettoyer mon ADN. Roland a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour traite d'enfants, enlèvement et des crimes que je ne peux même pas taper sans que mes mains tremblent. Nadine a pris 25 ans. Elle a pleuré à la barre, prétendant qu'elle était aussi une victime, que Roland l'avait forcée. Mais le procureur avait des preuves, littéralement. Nadine avait acheté les serrures, loué la camionnette, acheté les matelas. Elle connaissait chaque nom, chaque enfant, chaque horreur. Jérôme Watts était déjà un délinquant sexuel enregistré qui était passé entre les mailles du filet. Il ne reverra jamais la liberté. Carl Fitzgerald, le photographe, a été attrapé en essayant de passer au Canada avec des disques durs qui ont mené à des arrestations dans 4 autres États. Ce que mon père avait construit n'était pas seulement le mal. C'était tout un réseau du mal. Sienna a témoigné par visioconférence depuis une pièce sécurisée, avec l'inspectrice Harmon à ses côtés. Elle portait sa robe violette préférée et tenait Monsieur Hopi. Sa voix n'a jamais faibli alors qu'elle racontait au jury la pièce spéciale, les marques de Milo sur le mur, comment Destiny chantait pour le petit Théo quand il pleurait. « Comment es-tu restée si courageuse ?» lui a demandé le procureur. « Ma maman m'a appris que même quand on a peur, on peut toujours faire ce qui est juste. Et Milo avait besoin que je sois courageuse. » La mère de Milo nous a trouvés devant le palais de justice après la condamnation de Roland. Elle m'a attrapé les mains, des larmes coulant sur son visage. « Votre fille a sauvé mon bébé. J'avais perdu espoir. » La police a dit qu'après 48 heures, les chances diminuaient. Et ça faisait 11 semaines. 11 semaines sans savoir si mon fils était vivant ou mort. Votre petite fille m'a rendu ma vie. Nous nous sommes étreintes dans ce couloir du tribunal pendant que les journalistes prenaient des photos. Et Milo se tenait à côté de sa mère. Enfin en sécurité, enfin à la maison. Il avait pris du poids, commencé une thérapie, recommencé à sourire. Il a fait un signe de la main à Sienna, qui a répondu. 2 enfants liés à jamais par la pire nuit de leur vie. L'État nous a donné de nouvelles identités, un nouveau départ à 2 États de là. Nous sommes sous protection des témoins, non pas parce que Roland a encore du pouvoir, mais parce que son réseau avait des tentacules que nous découvrons encore. Parfois,
mon ancienne vie me manque. La simplicité d'être Vera et Sienna au lieu des noms que nous utilisons maintenant. Mais ensuite, je me souviens que notre ancienne vie incluait de faire confiance à Roland, et je suis reconnaissante d'avoir la chance de construire quelque chose de mieux. Notre nouvel appartement a un système de sécurité qui rendrait Fort Knox jaloux. Sienna voit le docteur Patricia Chen 2 fois par semaine, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes infantiles. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Elle se réveille encore en hurlant parfois. Elle vérifie toujours que les fenêtres sont verrouillées, les portes sécurisées, que je suis bien là. « Maman, tu penses que les autres enfants vont bien ?» m'a-t-elle demandé le mois dernier, 1 an après cette nuit. Ils sont en sécurité maintenant, comme nous. Je fais encore des cauchemars parfois. Dedans, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Je ne peux pas les sauver. Mais tu les as sauvés. Dans la vraie vie, tu les as tous sauvés. Le docteur Chen dit que les héros ne se sentent pas toujours comme des héros. Elle dit que parfois, ils se sentent juste effrayés. Le docteur Chen a raison. Nous préparions le dîner ensemble, notre nouvelle tradition. Elle remuait la sauce pour les pâtes pendant que je coupais les légumes. Des choses normales. De belles, ennuyeuses, normales choses que nous avions failli perdre pour toujours. Maman, pourquoi grand-père a fait ça? Pourquoi Nadine l'a aidé? Je redoutais cette question, mais j'avais préparé ma réponse avec ma propre thérapeute. Certaines personnes sont brisées d'une manière qui les pousse à faire du mal aux autres. Grand-père était malade, mais pas le genre de maladie que les médicaments guérissent. Le genre qui fait que quelqu'un choisit le mal. Et Nadine? Certaines personnes voient le mal se produire et au lieu de l'arrêter, elles l'aident. C'est sa propre forme de mal. Elle a remué la sauce, pensive. Je ne serai jamais comme eux. Non, ma chérie, tu ne le seras pas. Tu es déjà exactement celle que tu es censée être. Quelqu'un qui voit des gens en difficulté et les aide. Quelqu'un qui tient ses promesses même quand c'est difficile. Quelqu'un qui traverse l'enfer pour sauver les autres. Sienna m'a regardé avec ses yeux bruns courageux qui en avaient trop vu mais qui contenaient encore, d'une manière ou d'une autre, de l'espoir. On va s'en sortir, n'est-ce pas, maman? Oui, ma chérie. On va faire plus que s'en sortir. On va être extraordinaire, parce que c'est ce qu'on devient quand on survit à l'enfer et qu'on sauve les autres en chemin. C'est ma fille de 8 ans qui m'a appris ça. Elle nous a appris à tous que la plus petite voix dans cette cave est devenue le plus grand rugissement pour la justice. Les plus petits pieds ont marché le plus loin pour apporter de l'aide. Le plus jeune cœur portait le plus de courage. Le mal pensait pouvoir gagner en s'attaquant aux innocents. Il n'avait pas compté sur le fait que Sienna se souviendrait de leur nom, de leur visage, de leurs histoires. Il n'avait pas compté sur l'amour d'une mère plus fort que la maladie d'un grand-père. Il n'avait pas compté sur le fait que les promesses entre enfants sont incassables. Surtout, il n'avait pas compté sur une fillette de 8 ans avec un porte-clés arc-en-ciel et la détermination de tenir sa promesse à un garçon nommé Milo. C'est ça, le truc avec les ténèbres. Il suffit d'une petite lumière pour les détruire complètement. Et ma fille, c'est la lumière la plus brillante que j'ai jamais connue. Si cette histoire vous a touché, merci de liker cette vidéo et de la partager. Quelqu'un a besoin d'entendre que la survie est possible, que les enfants peuvent être des héros, que les promesses peuvent être tenues même dans les endroits les plus sombres. Laissez un commentaire ci-dessous sur un moment où le courage de quelqu'un a changé votre vie. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires de triomphe sur les ténèbres, de gens ordinaires faisant des choses extraordinaires, d'enfants qui sauvent le monde, une promesse à la fois.